Je suis très honoré et très heureux qu'on m'ait confié cette année une table ronde sur la performance absolue. Et parce que c'est moi, bien entendu, mais quelle stratégie privilégiée. Alors, nous avons la chance d'avoir 3 belles maisons. Donc, la maison BDL, la maison DWS et la maison Sequoia. Je vais demander à chacun de se présenter. Donc, Massim, si vous voulez bien commencer à vous présenter et votre maison. Merci. Bonjour, merci de me recevoir pour parler de la performance absolue. Alors, je viens de la maison BDL Capital Management, qui est une société de gestion indépendante qui a été créée en 2005. 2005, c'était l'une des premières maisons à proposer un fonds long short action, donc déjà une petite fibre pour la performance absolue. Depuis 2005, nous avons développé une expertise assez forte et assez pointue sur les actions européennes. Et nous l'utilisons pour gérer aujourd'hui plus de 2,3 milliards d'euros répartis sur 4 stratégies. Donc notre stratégie historique long short action, 2 stratégies long only dont une labellisée ISR et la stratégie dont je m'occupe personnellement qui est notre stratégie performance absolue qui est du long short action neutre marché. Bonjour à tous, donc, je suis Amédée de Guilbon, je suis le responsable des ventes distribution de DWS en France. DWS est une société d'origine allemande qui a été créée dans les années 50, détenue majoritairement par Deutsche Bank. Nous gérons actuellement un peu plus de 880 milliards d'encours sous gestion, dont à peu près une quinzaine pour des clients français. Sur ces 880 milliards, un peu plus de 500 milliards sont gérés en gestion dite active, et notamment dans toute la gestion dite Total Return Multi-Asset, avec notre fonds phare DWS Concept Kaldemorgen, qui est référencé sur la plupart des contrats d'assurance vie. Donc c'est ce fonds-là auquel je ferai référence aujourd'hui, qui est un fonds qui fait 12 milliards d'euros, et qui est géré depuis Francfort, et qui va passer en article 8 à la fin de l'année. Xavier ? Oui, bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis directeur de la gestion de Sequoia Capital. Donc, on est une société de gestion indépendante aussi, basée à Paris. On gère un peu plus de 3 milliards d'euros. On est 40 collaborateurs. Nous, on est spécialiste de la gestion absolue, c'est-à-dire qu'on ne gère que des fonds de gestion absolue avec un focus sur l'event-driven. Donc, les fusions-acquisitions, mais pas seulement, n'importe quel catalyste qui peut avoir un effet sur les entreprises. On a des fonds qui sont décorrélés des marchés actions, enfin, qui n'ont pas de sensibilité au marché actions. Voilà. Ok, alors, quand on parle de performance, on y met l'adjectif absolu. Ça veut bien dire que quelque part, quels que soient les marchés, le résultat est au rendez-vous. Donc j'aimerais bien connaître, chacun, la définition de ce qu'on appelle performance absolue. Maxime. Alors je me lance, c'est toujours une définition qui est un petit peu difficile à dire. Il y a des attentes des clients, comme vous l'avez mentionné. Je pense que le point vraiment à avoir en tête, c'est qu'un fonds de performance absolue n'est pas un fonds qui cherche à répliquer un indice. Donc déjà, il y a un premier élément très important, c'est que c'est de la gestion active. Cette gestion active a 2 pattes, 2 éléments. Une gestion active dans l'investissement, le choix des actifs, le choix de la stratégie à utiliser, et une gestion active dans le risque. Et c'est cette double gestion à risque double gestion active, qui a vocation à essayer de nous aider à remplir un objectif, d'avoir une évolution de la performance qui soit indépendante de l'environnement de marché, que ce soit un régime économique ou des aspects techniques ou des modes de thématiques. C'est réellement cette indépendance en fait que l'on recherche entre la performance et le régime économique. Parfois, cette performance est négative, mais elle ne devrait pas être négative parce que le marché est négatif. Amédée, votre définition de la performance absolue. Oui, je pense qu'il y a une dimension importante à avoir en tête, c'est la notion de temps. Également, on ne peut pas exiger d'avoir une performance absolument positive à chaque instant. Il faut laisser un peu de temps, effectivement, à une gestion de performance absolue pour démontrer sa capacité à gérer la performance. Un autre point, chez nous, ce qui est important, c'est qu'on utilise l'ensemble des classes d'actifs comme pour aller piocher des idées, puisqu'effectivement, on pense qu'il y a
dans un cycle de marché ou dans une période donnée, certaines classes d'actifs sont plus attractives que d'autres. Donc, pour nous, performance absolue est également synonyme de multiclasse d'actifs. Oui, alors pour nous, je dirais que on en revient un peu à la définition de base. Donc, c'est de réaliser une performance positive, quels que soient les marchés, tous les ans. Donc, depuis que nos fonds ont été lancés en 2006, donc ça fait 15 ans, on a eu une année négative, qui a été 2018, qui était faiblement négative, mais bon, elle a été négative. 2008 a été positif. Enfin, donc ça fait quasiment, voilà, je dirais que c'est ça. Et d'ailleurs, notre référence, c'est le taux sans risque, hein, donc, qui est en ce moment négatif. Mais voilà, on en vient à la définition très simple de performance positive tous les ans. Donc une performance positive, quels que soient les marchés. Ça, c'est déjà bien. Donc sachez que quand vous investissez dans la performance absolue, l'objectif recherché, c'est ne pas perdre en capital. C'est l'objectif. Objectif, bien entendu. Bon, l'investisseur, habituellement, lui, c'est pas son objectif. Il croit que, quelles que soient les circonstances de marché, en ayant le choix d'une performance absolue, il va gagner à tous les coups. Ça, c'est son principe. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure d'un mot important et auquel il faudrait peut-être mettre en avant, c'est la notion de décorrélation. Parce que un marché, il bouge, une gestion, elle s'adapte, mais il y a par moments des hauts et des bas. Et donc, comment vous faites pour décorréler par rapport à des marchés présents votre gestion? Quelle est la notion de décorrélation que vous y faites? Comment vous l'interprétez? L'idée, c'est la décorrélation, c'est que on peut faire une performance négative sur 6 mois, sur 1 an. Voilà, c'est toujours possible quand les conditions de marché s'y prêtent pas ou qu'on n'a pas. Mais c'est pas forcément en même temps que les marchés à ce moment-là vont être négatifs. Donc ça, c'est la décorrélation, c'est important. Nous, on l'entend dans le sens où nos positions sont couvertes, soit avec des paires, soit avec l'indice. Donc on n'a pas de sensibilité marché. Je prends l'exemple du trou d'air qu'on a eu vendredi 26. Là, le marché a baissé de 5%. Par exemple, nos fonds ont été flat, hein, ont été légèrement positifs. Donc voilà. Oui, mais là, quand vous dites ça, vous parlez un petit peu de votre gestion par rapport au marché et l'interprétation que vous en avez faite du marché sur le segment et la stratégie que vous avez. Ça ne peut peut-être pas être pour autant pour d'autres. Mais bon. Mais dans la politique de gestion, j'ai l'impression que la performance absolue, elle s'exprime d'autant plus quand les marchés sont très capricieux, très volatiles. Votre valeur ajoutée, elle s'inscrit véritablement dans des marchés fluctuants. Dans les marchés qui sont porteurs, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Vous n'allez pas faire de l'alpha. Oui ou non? Non, oui, alors de l'alpha, c'est sûr que quand le marché prend 20%, oui, c'est difficile de battre le marché, mais ce n'est pas la proposition qu'on fait à nos investisseurs. De toute façon, c'est sûr que quand le marché prend 20%, vous ne savez pas si le lendemain, il ne va pas, enfin c'est peut-être un des points qu'on va aborder, s'il ne va pas perdre ces 20%. Et donc dans ce cas-là, mais a posteriori, je suis d'accord, quand le marché fait 20%, c'est sans doute mieux d'investir sur le marché. Mais un indicateur pour vous, quand vous voyez de la volatilité, un VIX qui monte énormément, ça doit vous intéresser, ça vous interpelle. Parce qu'il y a peut-être pour vous des possibilités d'achat ou de vente, je ne sais pas comment vous gérez au quotidien, mais cet indicateur est peut-être pour vous, il nous fait peur, mais peut-être que vous, c'est un indicateur qui est ouvert pour vous dans vos gestions. Non, mais la volatilité, c'est une source de performance. Après, c'est les transitions qui sont toujours délicates à gérer. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... tiens, Maxime, qu'est-ce qu'il y a comme... Si vous voulez me faire le professeur, si vous en êtes d'accord avec moi, qu'est-ce qu'il y a comme typologie ou de stratégie en matière de performance absolue? Comment on peut les catégorier? Je pense que déjà, le panel... On a l'autre côté de la fusion-acquisition, le global macro, du market neutral, de l'event peut-être aussi. Bon. Je pense que le premier critère a été un petit peu mentionné, c'est puisqu'on fait de la gestion active, c'est déjà sur quelle classe d'actifs est-ce qu'on va investir? Est-ce qu'on va investir sur plusieurs classes d'actifs ou sur une seule classe d'actifs? Donc, dans notre cas particulier chez BDL, c'est uniquement des actions. Ensuite, c'est la méthode utilisée pour investir sur ces actions. Donc, nous, ça va être de la gestion market neutre, l'idée étant de réduire une très grande partie du risque de marché.
Mais quand vous dites, excusez-moi de vous couper la parole, mais quand vous dites market neutre, ça veut dire que vous n'avez aucun sentiment, c'est neutre, parce que nous sommes en face d'un public, market neutral, ça leur dit quelque chose, mais concrètement, quoi? Concrètement, market neutre signifie que nous allons investir dans des entreprises, donc profiter de la hausse des entreprises, et en même temps, nous allons parier à la baisse contre d'autres entreprises. Si on fait ça de façon neutre, c'est-à-dire avec, pour chaque euro investi en long, on va investir autant d'euros en short, cela voudrait dire que si le marché baisse, on serait limité parce qu'on gagnerait sur notre pot short. Et en revanche, pareil, si le marché monte, on ne va pas forcément profiter de cette hausse. L'idée étant de pouvoir sélectionner des entreprises qui, ensemble, vont évoluer d'une certaine façon. Par exemple, si on sélectionne le leader d'une entreprise en long et l'entreprise la plus mal positionnée de son secteur, on arriverait sur une période assez longue à faire une performance entre les deux titres sans bouger forcément avec le marché. Mais pour revenir quand même à votre question initiale, qui était comment catégoriser les fonds de performance absolue, selon moi, il y a vraiment deux critères. Les classes d'actifs et la méthode utilisée au sein de la classe d'actifs. Et le deuxième critère, ça va être en fait la proposition en termes de gestion des risques. Donc c'est très important, parce que vous avez dit que derrière l'idée de performance absolue, on peut avoir un sentiment autour d'une forme de performance garantie. Ça va avec le niveau de risque que va prendre le gérant. Donc sur les fonds de performance absolue, comme sur des fonds actions ou des fonds obligataires, il y a une grille de gestion des risques qu'on peut regarder à travers la volatilité des fonds. Et forcément, un fonds de gestion de performance absolue qui aura une volatilité de 10% ne va pas vous offrir la même stabilité des rendements à horizon 1 an qu'un fonds qui aura une volatilité de 3 ou 4%. Donc pour moi, c'est vraiment ces deux critères à mettre en parallèle au sein de la gestion de performance absolue, la classe d'actifs et la stratégie, et le niveau de risque qui va être utilisé. Comme on parle d'un objectif, c'est toujours important lorsque vous investissez de vous assurer que le gérant met en place tous les moyens d'atteindre son objectif. Donc, pour moi, la gestion des risques est très, très importante et encore plus importante pour des fonds de gestion de performance absolue. Alors, il y a des stratégies. Bon, là, on est dans le long short traditionnel, ce que vous êtes en train de dire, traditionnel. Alors, on a un fonds très diversifié, on a plus de 200 entreprises et on a la particularité d'être ce qu'on va aussi appeler un fonds quantitatif, c'est-à-dire que ce sont des algorithmes qui vont nous aider à sélectionner les entreprises. Donc on met de côté une grande partie aussi des biais humains qu'on pourrait avoir. L'idée étant encore une fois de vous offrir une performance où on comprend réellement les risques qu'on va prendre et on est en mesure de vous offrir une volatilité équilibrée inférieure à 4%. On va en reparler sur les notions de volatilité et de rendement. Amédée, vous... Oui, alors nous, sur notre fonds DVS Concept Kaldemorgen, donc qui est un fonds qu'on peut qualifier de global macro, donc qui investit sur l'ensemble des classes d'actifs. Toutes zones confondues? Toutes zones confondues, internationales, avec une exposition action qui peut aller de 0 à 100, une exposition au crédit, une exposition à l'or physique à hauteur de 10% maximum. Mais ce qui est intéressant et ce qui est un peu la caractéristique de cette stratégie chez nous, c'est qu'on s'est imposé deux contraintes fortes. Donc ce sont des engagements, ce ne sont pas des garanties, mais c'est une volatilité maximum de 10% par an et un drawdown maximum de 10% par an. Drawdown étant la baisse de la VL, de la VL la plus haute dans l'année, ne doit pas excéder 10%. Donc derrière ces deux engagements forts, ces deux contraintes de risque, l'équipe de gestion a une très grande latitude effectivement pour faire son allocation d'actifs et générer de la performance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et depuis plusieurs années maintenant, les actions restent le moteur de rendement le plus... il n'y a pas vraiment d'alternative quelque part aux actions aujourd'hui pour créer du rendement. Donc la poche action, les stratégies actions que l'on met en place sont les principales contributrices à la performance du fonds. D'accord. Alors Xavier, vous avez plusieurs stratégies au sein de votre société en matière de performance absolue. Oui, en fait, on gère une gamme de fonds qui s'appelle Helium et qui diffère principalement par le levier. Le fonds le moins volatile a une volatilité de 2, donc très, très faiblement volatile, et le plus volatile a plutôt une volatilité de 5. Voilà, et en fait, on met deux briques dans ces fonds, une brique purement fusion-acquisition, comme vous le disiez, et puis une autre brique event-driven qui, en fait, concerne tous les événements d'entreprise qui ne sont pas fusion-acquisition et qui sont depuis 2 ans, en fait, cette deuxième stratégie est la stratégie la plus active et la plus rentable.
Et pour donner quand même une idée pour revenir à cette notion de performance absolue qui est importante, parce qu'on en va peut-être en parler en 2022 plus qu'en 2021, le fonds le plus dynamique, Helium Sélection, qui fait 12% en year-to-date, avant le 26, je crois que les marchés étaient à 17-18% ou peut-être 20% les marchés européens de performance. Et on a vu les marchés baisser de 5-6% en 2 jours, donc revenir à 13-14% de performance depuis le début de l'année. Et Helium Sélection, bon, pour parler de celui-là, il est resté à 12%. Donc on voit tout l'intérêt. Et bon, je prends cet exemple, mais j'imagine beaucoup de fonds à performance absolue sont concernés. On voit l'intérêt d'investir dans la performance absolue compte tenu de la situation dans laquelle on est au niveau des marchés. C'est-à-dire qu'on a des valorisations très hautes. Le marché est très nerveux. Dès qu'il y a un petit grain de sable, on l'a vu avec le variant ou avec les chiffres d'inflation, le marché peut corriger très vite et très violemment. Et en même temps, ces fonds permettent de capter une part significative de la performance des marchés. Donc, moi, je pense que plus que jamais, compte tenu du fait que les taux soient aussi très bas, donc c'est très compliqué de faire de la performance en investissement dans les taux, sans prendre trop de risques en tout cas, cette asset class de performance absolue me paraît particulièrement attractive dans l'environnement dans lequel on est. On sent bien je ne dis pas que les marchés vont corriger en 2022. Si je le savais, je ne serais peut-être pas là. Mais en tout cas, on sent bien qu'on est à un niveau de marché qui mérite une certaine prudence et circonspection, en tout cas. Permettez-moi cette parenthèse que vous êtes en train de signaler. Est-ce que quand on est gérant de performance absolue, l'aspect macroéconomique dans vos réflexions intervient? Vous pouvez me répondre tous les trois, parce que cette notion macro, vous avez parlé, là, était macro, mais vous êtes au quotidien, aux commandes, entre les achats, les ventes, etc. Et est-ce que la macro va vous influencer, va vous aider, ou ça devient une contrainte? Comment c'est cet aspect-là dans vos gestions au quotidien? Dans notre cas particulier, la macro va intervenir déjà parce la macro va être responsable d'une partie de la volatilité des marchés et donc des méthodes de gestion de risque qu'on va devoir déployer pour maintenir la volatilité du fonds à un niveau acceptable. Premier point. Le deuxième point, nous avons une stratégie long-short action qui s'apparente à du stock picking, même si elle est faite par des ordinateurs, c'est-à-dire qu'elle va aussi bénéficier de cette hausse de volatilité et donc de changements macroéconomiques. Donc, nous, une particularité de notre process, c'est d'intégrer à l'aide des ordinateurs et de l'analyse de données, une analyse des entreprises, mais aussi une analyse du régime économique qui va nous permettre de sélectionner un peu mieux les critères qu'on va utiliser pour investir sur des entreprises. L'exemple qu'on peut avoir en tête, c'est l'année 2020, qui était une année difficile d'un point de vue macroéconomique. Donc forcément, tous les aspects défensifs des entreprises devaient être pris en compte de façon un peu plus importante dans notre sélection, alors que après le vaccin, le début de l'année 2021, où tout le monde était beaucoup plus positif sur la réouverture, c'est des critères qui étaient un peu moins importants, mais qui redeviennent primordiaux maintenant en fin d'année. Donc la macro fait partie intégrante de notre process, à la fois sur la sélection des entreprises et sur la gestion des risques dans notre cas particulier. Amédée, chez vous, vos gérants? Alors, je ne suis pas gérant, mais je veux parler au nom de l'équipe. L'équipe de gestion, effectivement, implémente leur vue macro, principalement par l'utilisation de produits dérivés, ce qui leur permet de rapidement se positionner, notamment sur une zone géographique ou sur devoir se couvrir ou non du risque action. Quand on gère 12 milliards d'euros, évidemment, on ne va pas passer son temps à acheter et vendre des actions. Ça serait extrêmement coûteux et surtout, ça détruirait beaucoup la performance. Donc, ce qu'ils font, c'est par exemple sur des zones géographiques entre les US ou l'Europe, par exemple, ils prennent des dérivés. Ça va beaucoup plus vite pour augmenter leur exposition sur tel ou tel marché, ou voir si jamais ils veulent réduire le risque action, tout simplement baisser le risque action à l'avantage du risque crédit, par exemple, ou du risque cash qui est nul. Et donc, c'est ce pilotage qu'ils mettent en place
qui permettent de très rapidement se positionner sur des vues macro qu'ils auraient. Et je rajouterais également, ça ne se fait pas au détriment des convictions fortes qu'eux ont sur telle ou telle valeur, puisqu'ils les gardent en portefeuille et peuvent très rapidement reprendre leurs convictions lorsque les visions macro redeviennent favorables. C'est ce qui explique pourquoi depuis 10 ans de lancement du fonds, le fonds a généré une performance annualisée de 5% avec une volatilité de 5%. C'est grâce à ce travail de gestion active et de pilotage du risque quotidien. Oui, la macro, c'est très important et j'aime bien le terme de pilotage parce que c'est vraiment ça. Il faut... je vais donner juste 2 exemples. Je me rappelle, c'était il y a un petit bout de temps, mais c'est pour donner une illustration. C'est quand le pétrole a été passé de $100 à $25 en 6 mois. Donc là, on est vraiment dans le macro. Et on avait quelques opérations en cours dans le secteur pétrolier et parapétrolier. Et là, vous êtes obligé de prendre en compte le macro et de vous dire que il faut sortir de ce secteur parce qu'il y a un tel choc que en fait tous les raisonnements qui s'appliquaient avant ne s'appliquent plus. Donc voilà, ça c'est un exemple. Deuxième exemple plus récent, c'était la hausse des taux, la première hausse des taux qu'on a eue aux US en février suite aux espoirs de réouverture de l'économie grâce à la campagne de vaccination. Et en fait, nous, on avait un portefeuille de SPAC à l'époque, ces fameux SPAC aux US. Et la plupart de ces SPAC aux US voulaient investir dans ce qu'on appelle la technologie non profitable, ce que les anglo-saxons appellent non-profitable tech, avec des niveaux de valorisation très élevés, etc. Et cette hausse de taux était un très mauvais signal pour tout ce segment-là. Et donc là, on a décidé, suite à cette hausse de taux qui était assez rude, assez violente à ce moment-là, de sortir de tout notre portefeuille de SPAC. Donc oui, la macro influe sur la gestion. C'est jamais, on va pas, c'est plus pour le risk management, je dirais, pour des facteurs de risque, plus que de se dire, on croit, je sais pas que l'Asie va très bien performer cette année, on va investir en Asie. Non, ça, on ne fait pas ce genre de pari. Mais par contre, on surveille, comme le lait sur le feu, toute évolution qui peut avoir des impacts, principalement négatifs sur les positions qu'on a. Donc, vous êtes à la fois des économistes, des stratégistes et des techniciens. Est-ce que j'ai bien résumé un petit peu votre approche ? On essaye de vous offrir de la performance absolue, donc il faut forcément avoir plusieurs casquettes. Eh bien, je vous en remercie. Voilà. Et donc, la question est la suivante. Si aujourd'hui, je suis à investir sur de la performance absolue, je considère que la macroéconomique me laisse quelques espoirs de gains à court terme, mais peut-être que demain, parce que ça s'accélère très vite aujourd'hui, je vais me dire peut-être que je pourrais être encore un peu présent sur les marchés financiers et peut-être que l'aspect du long short pourrait peut-être m'apporter une sorte de couverture parce que si ça se passe bien, je gagnerai bien, si ça perd, je perdrai moins. Êtes-vous d'accord sur ce principe ? Totalement. Alors là, on est sur du long short. Par contre, chez Xavier, ça va être un peu différent. Parce que Xavier, vous appréhendez la performance absolue dans une autre stratégie. Ce n'est pas l'aspect marché financier comme le peut l'avoir Maxime et Amédée. Vous êtes dans une approche différenciante, du moins que je ressens dans votre approche de gestion. Oui, différenciante, mais il y a beaucoup de positions qu'on va gérer un petit peu comme du long short, mais avec des horizons plus courts probablement qu'un pur long short fondamental. Je prends un exemple parce que pour illustrer, les exemples sont toujours les bienvenus. On est très actif sur Vivendi. On a été très actif sur Vivendi depuis plusieurs mois et on est toujours très actif sur Vivendi. Et parce qu'on considère qu'il y a des événements, enfin il y a des choses qui se sont passées très factuellement dernièrement, et il y a encore probablement des choses à venir. Donc nous, on va plutôt se concentrer sur est-ce qu'une entreprise décide de faire un arbitrage d'actifs. Par exemple, il y a des spin-offs. Il y a Daimler qui se sépare de ses camions dans 2 jours. Vivendi s'est séparé d'Universal pour... on va voir le coup d'après, mais probablement c'est pas terminé. Il y a Telecom Italia sur laquelle il y a une potentielle offre. Voilà, nous, c'est notre matière première.
Et on a des horizons assez courts d'investissement, c'est-à-dire que on va considérer le fondamental d'une valeur avant d'investir dedans, mais on ne va jamais investir que pour le fondamental. Il faut qu'il y ait un fondamental solide, une valorisation qui soit pas trop farfelue, entre guillemets. Mais voilà, c'est le catalyste qui va être notre moteur principal. Et notre grande chance qu'on a depuis 1 an et demi et qui, je pense, c'est que la rupture technologique à laquelle on assiste depuis plusieurs années génère un besoin pour les entreprises de bouger très très vite et de plus en plus vite en faisant différentes choses, en faisant des rachats, en faisant des cessions d'activités, en faisant voilà. Et nous, c'est notre matière première. Alors, la macro est importante pour avoir une bonne compréhension de ce qui se passe, mais voilà, notre travail est principalement micro, entreprise par entreprise. Ok. Alors, on a parlé de notion de volatilité. La volatilité est un indicateur pour nous qui sélectionnons des fonds. Il y a la notion de volatilité et puis il y a la notion de baisse de marché. Quel est le comportement de vos fonds dans le cadre d'un stress de marché? Bon, pour ce qui concerne BDL, c'est un peu récent. On ne peut pas imaginer pour l'instant la baisse maximale. Je crois qu'elle a des 2 ou 3 maximum. Mais vous, peut-être, dans vos historiques gestion, c'était peut-être autour de -5, -7. Et DWS, je ne sais pas, je ne connais pas la baisse maximale que vous avez eue dans les stress de marché. Alors, notre objectif, c'est un drawdown max de 10%. Malheureusement, en mars de 2020, compte tenu de la situation exceptionnelle, on a dû constater un drawdown unique de -15%. Et vous, c'est de -3, quoi. Hein. Non, nous, donc le fonds a maintenant plus de 3 ans. Plus de 3 ans, mais il y a tout de même eu 2020, qui était un choc, avec une perte maximale de l'ordre de 5%. Et chez vous, à part Sélection qui est peut-être à -10 au maxi, non? En fait, Sélection qui est le plus dynamique, le maximum c'était 5-6. En mars 2020, comme beaucoup de nos camarades, on a eu on a constaté un drawdown de -15. Bon, moi, ça fait 30 ans que je suis sur les marchés, j'ai jamais vu un événement comme celui-là. Mais bon, voilà, force, les faits sont têtus. Donc oui, en mars 2020, on a eu -15 sur la Sélection. La question me vient. Nous faisons aujourd'hui une conférence ce matin sur les fonds en euros. Aujourd'hui, on a pu voir la capitalisation des fonds en euros et le pourcentage très pondéré dans les allocations d'actifs de nos CGP. Bon, on n'a pas parlé d'inflation, mais certainement aussi, c'est un indicateur aussi chez vous que vous regardez. Mais si on regarde bien, les taux de rendement des fonds en euros baissent de façon significative et quelque part, il faut qu'on essaye de trouver un complément à ces fonds en euros. On ne peut pas parler d'alternative à un fonds en euros, mais un complément. Dans votre gamme, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de compléter dans notre allocation le fonds qu'il faudrait privilégier dans votre gamme de fonds que vous avez chez vous? Dans le cas de BDL, ce serait le fonds dont je m'occupe, BDL Durandal, qui est notre fonds d'objectif de performance absolue et qui a justement la particularité d'avoir une volatilité inférieure à 4% historique et qui permettrait de dynamiser un peu cette poche prudente, même s'il y a des risques de perte en capital. Mais je voulais juste compléter tout de même un point. Ce que je trouve très intéressant, en tout cas dans cette gamme de fonds de performance absolue ayant une vol contrôlée, c'est qu'en fait, c'est une nouvelle classe d'actifs. Historiquement, les investisseurs, il y a 10 ou 15 ans, utilisaient de l'obligataire parce que justement, l'obligataire était peu corrélé aux actions et avait tout de même un rendement conséquent, entre 3 et 6% par an. Très clairement, le rendement n'est plus là pour ces fonds obligataires. Et justement, les fonds de performance absolue sont peu corrélés avec les obligations, sont peu corrélés avec les actions, et donc ils deviennent de facto une nouvelle classe d'actifs qui peut remplacer ou en tout cas venir équilibrer les rendements qu'ils avaient historiquement sur l'obligataire. Et le deuxième point qui est très intéressant, c'est qu'au sein même de cette classe de fonds de performance absolue avec une volatilité contrôlée, et on a un exemple ici, la corrélation entre nos fonds est très faible. Donc ça voudrait dire qu'on a réellement la possibilité de construire un portefeuille qui vient compléter une allocation classique qu'on aurait sur de l'obligation, des actions, parfois de l'immobilier, ou même d'autres fonds de performance absolue qui viennent se compléter et s'équilibrer dans les différentes phases de marché. Amédée. Oui, alors évidemment, le fonds en euros est un outil très compliqué à battre pour un gérant d'actifs, puisqu'on n'est pas soumis à la même obligation de mark-to-market. Donc, c'est évidemment très compliqué d'offrir une garantie
quotidiennement assorti d'un rendement garanti et connu à l'avance. Néanmoins, compte tenu de la baisse du rendement du fonds en euros qui va continuer à s'accentuer, et ça, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser vos clients sur ce sujet, les produits de type Absolute Return, de type Total Return que nous proposons ont tout leur sens. Je regarde notre produit, le DVS Concept Cal de Morgan, qui a une RSSI de 4, depuis 10 ans qu'il a été lancé, offre un rendement annualisé, comme je vous l'ai dit, de 5%, avec une vol annualisée de 5%. Il a eu peut-être un drawdown de 15% en mars, mais il a fini l'année à quasiment zéro, donc il a fait 15% du plus bas au plus haut, in fine, sur l'année 2020. Cette année, il est à hausse de 7,5%. Donc, pour quelqu'un qui cherche, dans un contexte de hausse de l'inflation, quelqu'un qui cherche à ne pas perdre en pouvoir d'achat, il faut vraiment qu'il diversifie son épargne, ses placements, et qui regarde plutôt sur des produits de type Total Return, Absolute Return. Ok, donc on achète votre fonds, on achète Durandal, et qu'est-ce qu'on achète chez Sequant? Sachant que vous avez étudié la macro, vous nous comprenez aussi les incertitudes. Qu'est-ce que vous nous mettez en avant? Qu'est-ce qu'on a plus de chance aujourd'hui à choisir chez vous? Nous, c'est vraiment notre gamme est au premier ordre une question de levier. Donc, moi, j'aurais tendance à penser que pour remplacer éventuellement un fonds euro, il faudrait aller vers le fonds le moins volatile chez nous, qui est très peu risqué, qui a une vol de 2, même inférieure à 2, et qui a une vol de 1,5 et qui délivre de manière très régulière depuis 15 ans, qui existe depuis 15 ans, à peu près 2,5-3 au-dessus du taux sans risque. Et ça me paraît... Donc là, c'est plutôt... Là, vous êtes vraiment... C'est l'inverse d'LM Sélection qui est plus dynamique. Là, on est sur du très sûr. Et d'ailleurs, nos clients dans ces fonds-là sont souvent des... Enfin, pas seulement, mais aussi des trésoreries d'entreprise, etc. Parce que ça correspond... Eux ne peuvent pas se permettre d'avoir le moindre risque. Donc vous dites ici, c'est 2, 3, 4 chez vous? Sur ces fonds-là, très peu volatiles. Dans votre gamme, 2, 3, 4, là vous étiez en train de nous préciser 2, il y a 3 et 4. En termes de SSRI? De d'ici. Oui, c'est ça. Ouais. Vous, c'est 4? Nous, le fonds Durandal est 3. D'accord. Okay. Je suis assez content d'avoir animé cette table ronde parce que je me posais beaucoup de questions sur la performance absolue. Comment l'entrevoir? Et j'ai eu la grande chance, je dis bien la grande chance, d'avoir des gens de très haute qualité qui m'ont fait mieux comprendre la gestion absolue, qui va me permettre d'en faire souscrire à mes clients. Et je pense qu'également, mes amis et collègues qui sont en face de vous ont été également très intéressés par votre démarche. Merci à vous.